Regarde-moi, encore. Depuis des millénaires, tu m'observes, tu constates, tu contemples, et tu te demandes parfois ce que tu comprends. La nuit tombée, je sais qu'à chaque instant, quelque part, tu t'interroges et tentes d'expliquer une telle beauté, une telle immensité, un tel mystère. Jusqu'à ta disparition, tu ne cesseras jamais de lever les yeux, animé par ta soif de connaissance et ta curiosité. Et ce qui fait de toi l'humanité te destine à faire, au cours des âges, de grandes découvertes. Et moi qui t'ai vu naître, moi qui t'ai vu évoluer, à tes yeux et durant des siècles, j'existais à peine. Mais aujourd'hui, le ciel ne t'est plus inaccessible. Tu imagines des moyens toujours plus développés pour m'étudier et me comprendre. Tu élabores des théories, des calculs, des expériences et des observations avec des instruments toujours plus poussés, dans le seul but de découvrir tout ce qui fait de moi l'univers. J'ai longtemps cru que tout tournait autour de moi. J'ai placé la Terre immobile au centre de l'univers, certitude éternelle que les idéologies religieuses ont établie au fil du temps. Jusqu'à ce qu'une idée enfouie depuis l'Antiquité émerge à nouveau au XVIe siècle et déclenche une révolution qui finira par ébranler cette croyance, la révolution copernicienne. Nicolas Copernic, l'un des astronomes les plus connus du monde scientifique, est né à une époque où je pensais que la Terre était le centre de l'univers. C'est le géocentrisme, un modèle physique qui date de l'Antiquité et défendu par Aristote et Ptolémée. Cependant, précurseur dans la science telle que je la pratique aujourd'hui, Copernic prône des idées contraires aux écrits de l'Église et de ses prédécesseurs dans l'astronomie. En 1513, il rédige le Commentaire Helius qui ne distribuera qu'à quelques amis et collègues, expliquant rapidement la théorie de l'héliocentrisme. Il évoque 7 postulats dans cet ouvrage. Les 2 premiers nous disent que tous les corps célestes ne gravitent pas autour d'un même point et que la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais seulement celui de la Lune. Dans le 3e et le 4e, l'astronome affirme que les planètes tournent autour du Soleil et la distance qui nous sépare de lui est insignifiante comparée à celle qui nous sépare des étoiles. Pour finir, ceci implique que les étoiles sont toutes immobiles, c'est la Terre, la planète sur laquelle nous vivons, qui est en mouvement et tourne autour du Soleil. De ce fait, nous croyons que tout tourne autour de nous. Avec l'ensemble de ces 7 postulats, Nicolas Copernic sème une graine qui plus tard germera en une révolution astronomique qui aujourd'hui porte son nom. En 1530, il écrit une des œuvres les plus importantes de sa vie. Il s'agit des révolutions des sphères célestes, incluant une démonstration mathématique de sa thèse exposée en 1513. C'est le seul ouvrage de Copernic sur l'astronomie qui fut imprimé de son vivant et publié l'année de sa mort. Sa théorie de l'héliocentrisme, réfutée principalement après sa mort, devient un héritage qu'il lègue à ses successeurs. Alors je retiendrai de Nicolas Copernic, un astronome ayant compris avant d'autres sa place dans l'univers. Mais qu'y a-t-il vraiment au-delà de ton système planétaire? Selon toi, ces étoiles fixes dans le ciel sont-elles semblables au Soleil? Peut-être que certaines d'entre elles abritent d'autres mondes. Combien y en a-t-il? Une infinité? Ces questions n'ont pas de sens au temps de Copernic et pourtant, en posant les bases de la mécanique du système solaire, il ouvre la voie vers une épopée scientifique de près de 500 ans, portée par d'innombrables acteurs de ton histoire, notamment Giordano Bruno. Voilà un nom que tu ignores trop souvent, et pourtant il figure parmi les premiers ayant suggéré que le ciel n'est plus une sphère parfaite, lisse et immuable, mais qu'il s'agit d'un tout n'ayant ni centre ni circonférence, et peuplé d'astres semblables à ceux que tu connais déjà. Voilà pour l'époque une affirmation osée à laquelle tu ne t'attendais pas. Encore une fois, tu cultives ta conception de l'immensité,
et il semble que rien ne puisse plus t'arrêter dans ta course au savoir. Ceci étant, le même obstacle qui donnera tant de mal à d'autres savants joue son rôle, et pour avoir pensé un monde différent de celui des Saintes Écritures, Bruno subit la sanction de l'Inquisition. Vous éprouvez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à la recevoir. Il prononça ces paroles le jour de sa condamnation au bûcher. Après plusieurs procès et interrogatoires menés entre autres par ceux qui penchaient déjà pour l'interdiction de la théorie copernicienne. Interdiction notifiée à une figure emblématique de l'astronomie qui, à l'image de Giordano Bruno, poursuit cette volonté de faire valoir que la Terre, imparfaite et corruptible, et le ciel, parfait et incorruptible, doivent finalement se rejoindre dans ton esprit. C'est alors que Galilée grave son nom dans l'Odyssée, et à travers lui, tu saisis véritablement que ton monde et le mien ne font plus qu'un. Galileo Galilei, plus connu sous le nom de Galilée, fait son apparition dans l'histoire au XVIIe siècle. Né en 1564 à Pise, il marque son époque par ses grandes connaissances et une grande curiosité scientifique, mais surtout par son désaccord avec le géocentrisme aristotélicien. Ce savant, brillant mathématicien qui était un grand observateur de l'univers, aura révolutionné toute la science de la Renaissance, aidé par les recherches de Copernic qu'il a su approfondir. En 1581, il entame des études de médecine à Pise, mais n'étant pas en phase avec le professorat de son temps et la philosophie aristotélicienne, il les abandonne au profit d'une réorientation vers les mathématiques et découvre sa vocation. Fort de ses études et de ses nombreuses expériences, il s'impose en maître dans les mathématiques et la géométrie, et ayant posé les bases de la mécanique avec la cinématique et la dynamique, il ne tardera pas à bouleverser ses contemporains, notamment l'Église, en affirmant que la vision géocentrique du monde est imparfaite et devrait laisser place à l'héliocentrisme de Copernic. C'est dans le début des années 1600 que Galilée perfectionne la lunette astronomique et l'exploite mieux que quiconque. Il observe et découvre alors les taches solaires, réalise des croquis précis de la surface lunaire et découvre entre autres les phases de Vénus et des excroissances sur Saturne qui plus tard, grâce aux observations de Cassini, s'avèrent être des anneaux. Mais c'est surtout la découverte des satellites de Jupiter qui fera de cet homme de science le défenseur de la révolution copernicienne. Selon lui, il est flagrant que les objets les plus petits tournent autour des plus gros, et le Soleil fournissant chaleur et lumière, il semble normal qu'il soit au centre et au repos, et que la Terre et les autres astres soient en mouvement. Suggérant qu'il ne faut envisager qu'une seule sorte de monde, composé d'une seule sorte de matière, partout universelle, ainsi Galilée invente le concept d'univers. Ces idées jugées contraires aux saintes écritures de l'Église et hérétiques, il sera censuré et finalement condamné en 1633. Contraint de renier ses idées, il abjure face au tribunal de l'Inquisition romaine en prononçant le texte que le Saint-Office lui avait préparé. À la fin de sa lecture, Galilée aurait dit « Et pourtant, elle tourne ». Probablement une légende qui, à l'instar de Giordano Bruno, l'aurait certainement mené au bûcher. Cependant, je lui rendrai un bel hommage. J'ai baptisé une sonde Galileo qui est partie pour étudier Jupiter et ses satellites, mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, le nom de Galilée évoque une révolution scientifique, surtout dans la façon d'exercer la science. Il s'agit d'un des premiers hommes ayant su expliquer le réel par l'impossible. Je retiendrai de lui ses expériences de pensée. Grâce à l'une d'entre elles, il invente la loi sur la chute des corps, étant considérée comme la première loi de la physique moderne, qui me fait savoir que tout objet tombe à la même vitesse, peu importe leur masse. Mais par-dessus tout, en tant que pionnier dans l'étude des phénomènes naturels, Galilée devient le père de la physique et de la démarche scientifique, théorique et expérimentale. Ses idées et ses recherches sur la chute des corps font même de lui un des découvreurs du principe de relativité, réellement établi par Albert Einstein au XXe siècle. Dans mon histoire, aucun autre n'a jamais autant chamboulé la perception que je me fais du monde.
falcon feather for our falcon, and I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Et voilà une étoile de plus qui rayonne dans ta quête du savoir. D'autres arrivent. Tu finiras par figer sur papier des formules mathématiques qui s'imposent comme la base des lois qui régissent le mouvement des astres. La révolution se poursuit et à travers elle, tes contemporains de Galilée ont compris que la vision de Ptolémée et Aristote se meurt au profit d'une pensée plus moderne. Tycho Brahe, notamment, imagine un système planétaire différent. À cette époque, 6 planètes sont alors connues, et l'astronome propose que 5 d'entre elles orbitent autour du Soleil, qui lui-même tourne autour de la Terre. Certes, ce n'est pas tout à fait vrai. Malgré cela, il apporte une aide immense à l'étude des astres et parvient à démontrer que les comètes et d'autres phénomènes observables dans le ciel se produisent bien plus loin que la Lune, contrairement à ce que tu pouvais penser. Le plus exact et rigoureux des observateurs mérite bien sa place dans cette histoire. La précision légendaire du professeur permet à son élève d'hériter de données exceptionnelles et grâce à elle, Johann Kepler amorce une découverte qui sera des plus importantes. Exprimé dans ce langage que sont les mathématiques, il saisit 3 relations si parfaites que désormais elles te permettent véritablement de calculer plutôt que de spéculer après tes observations. Les lois de Kepler se détachent complètement du modèle de Ptolémée. La première d'entre elles décrit mieux les orbites des planètes. Elles ne sont plus circulaires, mais elliptiques. La deuxième loi démontre que des aires égales sont balayées dans des temps égaux. Et la troisième met en relation le temps que met une planète pour boucler une orbite avec sa trajectoire elliptique. De ces 3 lois va naître une physique universelle qui est en quelque sorte l'accomplissement de la révolution copernicienne, portée par Isaac Newton. Newton. Peu d'hommes ont su, comme lui, déchiffrer la mécanique orbitale. Voici celui qui, grâce aux travaux de Kepler et de tous ses prédécesseurs, réussira à prédire le mouvement des astres en posant sur papier des équations que j'utilise encore aujourd'hui pour voyager dans l'espace. La loi de la gravitation universelle est née, et avec elle, la mécanique newtonienne devient un modèle si parfait que rien ni personne ne semble pouvoir le contester. Isaac Newton est né en 1642 en Angleterre, un an après la mort de Galilée. Sa jeunesse tourmentée va quelque peu le contraindre à s'isoler et fera de lui un intellectuel brillant. Avide de connaissances, il fait de longues études et ayant la chance d'y accéder, il s'intéresse particulièrement aux écrits modernes plutôt qu'à la philosophie plus ancienne qu'on lui enseigne. Ainsi, il se plonge profondément dans les mathématiques, l'optique, l'astronomie et la mécanique céleste. Il excelle dans tous ces domaines, si bien qu'il est à l'origine de nombreuses découvertes scientifiques, notamment le spectre de lumière. Il s'agit d'une décomposition de la lumière, montrant que cette dernière est composée de toutes les couleurs et les contient en elle pour former la lumière blanche. Grâce à ces spectres, je sais aujourd'hui deviner par exemple la composition d'une étoile et son mouvement. Mais ce n'est pas tout. Newton a révolutionné l'astronomie en inventant un type de télescope qui reflète la lumière plutôt que de la réfracter comme le ferait la lunette astronomique de Galilée. Ce télescope à réflexion surpasse tous les autres instruments d'observation et permet de récolter des données bien plus précises sur le système solaire. Durant de nombreuses années, Newton étudiera alors la mécanique céleste et fera mûrir au fil du temps ce qui est son chef-d'œuvre, à savoir la loi de la gravitation universelle. Ainsi, il donne une valeur à la force de gravitation et enfonce le clou planté il y a plus d'un siècle par Copernic. Désormais, la révolution est plus qu'accomplie. La Terre et le ciel sont soumis aux mêmes lois et ces lois sont vérifiables par le calcul et l'observation.
La légende dit qu'une pomme lui est tombée sur la tête, provoquant le désir ardent d'expliquer son inexorable chute. Il s'agit maintenant d'un mythe qui m'encourage à adopter une démarche scientifique. D'abord j'observe, ensuite je déduis, ou comme Newton l'a si bien dit, tout ce qui n'est pas déduit des phénomènes, il faut l'appeler hypothèse. Et les hypothèses, qu'elles soient métaphysiques ou physiques, qu'elles concernent les qualités occultes ou qu'elles soient mécaniques, n'ont pas leur place dans la philosophie expérimentale. Isaac Newton meurt en 1727, et je pensais alors qu'aucun homme ne saurait mieux que lui déchiffrer les lois de la nature et comprendre comment tu fonctionnes. Toi, l'univers, je me trompais. Newton a pourtant su prédire mes mouvements. Il a su anticiper mes trajectoires, et ce avec une précision implacable. Il a su mettre à nu ma lumière. Il s'inscrit alors parmi ces hommes ayant eu un esprit curieux et une démarche scientifique qui les a inéluctablement amenés à faire des découvertes et en écrire l'Odyssée au fur et à mesure des siècles. Cependant, moi-même je ne pensais pas que cet esprit ferait naître une autre révolution à travers un seul homme. Alors tu vas plus loin, encore une fois, et au-delà de la nature des phénomènes, tu y vois la nature qui les engendre. Tu finis par percevoir ce que je pensais être un éternel mystère à tes yeux. Cette histoire commence par l'effet qu'a produit un cadeau sur un enfant de 5 ans. C'est une boussole que reçoit ce jeune garçon des mains de son père en 1883. Ce simple objet éveille alors chez lui sa volonté d'expliquer les lois de la nature. Il se pose alors la question du fonctionnement de cette boussole, et comme si son enfance lui avait permis de devenir un éminent scientifique, il résoudra les problèmes les plus complexes de la physique grâce aux questions les plus simples, des questions d'enfant. Il s'agit d'Albert Einstein. Sa jeunesse est marquée par un parcours tumultueux. Il s'insurge contre le pouvoir arbitraire exercé par les enseignants au gymnasium de Munich en Allemagne où il est scolarisé. Malgré ses bons résultats dans les matières scientifiques, il finit par quitter son école pour rejoindre ses parents partis près de Milan, en Italie. Il rêve alors de rentrer à l'école polytechnique de Zurich, et pour y parvenir, ses parents l'envoient dans une école à Aarau en Suisse pour préparer son entrée. C'est dans cette école qu'Einstein va cultiver son esprit critique et s'épanouir dans ses études. C'est également là, en 1896, qu'il se posa une toute petite question qui fera mûrir en lui une théorie exceptionnelle. Que se passerait-il si je chevauchais un rayon de lumière? Autrement dit, si j'observe de la lumière, alors même que je me déplace à la vitesse de la lumière, que verrai-je? La même année, il rentra finalement à l'université et il obtient son diplôme en 1900. Après plusieurs mois de précarité, il décroche un poste à l'office des brevets de Berne. C'est là que son génie va prendre forme. Pour résoudre un problème national qui tient de la synchronisation des horloges, Albert Einstein publie en 1905 plusieurs articles et fonde alors une nouvelle théorie de l'espace et du temps. C'est la relativité restreinte. Ce problème de synchronisation oppose en quelque sorte deux théories, à savoir l'électromagnétisme de Maxwell et la mécanique de Newton. Les physiciens de l'époque prônent la mécanique newtonienne et supposent donc que, pour se propager, la lumière a nécessairement besoin d'un support appelé éther. Le génie, lui, propose de délaisser la mécanique au profit de l'électromagnétisme. Supprimons l'éther, et avec lui, toutes les bizarreries qu'il impose. La lumière se propage dans le vide, et toujours à la même vitesse, 300 000 km par seconde. Peu importe si l'observateur est en mouvement. Ainsi, il répond à la question qu'il s'était posée des mois auparavant. Et la vitesse de la lumière devient plus qu'une caractéristique d'un phénomène, mais une constante universelle. Et voilà que le modèle de Newton est mis en défaut. 2 ans après la publication de sa nouvelle théorie, Einstein somnole sur son tabouret et profite d'un état de transe pour saisir ce qu'il décrit comme l'idée la plus heureuse de sa vie.
Imaginons un ouvrier qui travaille sur un toit. Si cet ouvrier tombe, dans sa chute, il ne sentira pas son propre poids. C'est la genèse d'une autre relativité qui cette fois-ci prend en compte la gravitation. Cette idée ne le quitte plus. Désormais reconnu par ses pairs, il enseigne à partir de 1909 dans plusieurs universités et trempe dans l'Académie des sciences de Prusse. Il s'octroie de nombreux moments qu'il consacre à formuler sa nouvelle théorie de la gravitation qu'il publie en 1915. C'est la relativité générale. Pour l'expliquer, il imagine la situation suivante. Plaçons un observateur dans une fusée, sans fenêtre, au sol. Elle est immobile et dans un champ de gravité, celui de la Terre. Maintenant, propulsons cette même fusée avec l'observateur, mais dans l'espace, en dehors de tout champ gravitationnel et avec une accélération constante. L'observateur à l'intérieur de la fusée ne peut pas faire la différence entre un champ de gravité et une accélération, car dans les deux cas, il est collé au sol, et s'il lâche un objet, celui-ci tombe à ses pieds. La gravitation est similaire à une accélération et inversement. C'est le principe d'équivalence. En apparence, ceci n'est rien, mais en réalité, ça change tout. La gravitation ne peut pas être assimilée à une force que contiendrait un corps massif en lui-même. C'est quelque chose de nouveau, une géométrie complexe. La gravité doit être interprétée différemment. L'espace et le temps sont intrinsèquement liés. Ils ne forment qu'une seule et même entité, un objet physique, invisible qui contient toute la matière et l'énergie de l'univers. Les corps massifs déforment, ils courbent, ils modèlent cette matrice. Lorsque sur Terre nous suivons continuellement cette déformation causée par la masse de notre planète, nous avons l'illusion qu'elle nous attire vers son centre, comme par magie. Mais il n'en est rien. Cette même magie qui faisait de la gravitation universelle de Newton un modèle incontestable disparaît. La relativité générale prend le dessus, éprouvée par l'observation des déviations de la lumière des étoiles aux abords du Soleil et de l'explication du décalage du périhélie de Mercure jusqu'à l'interpréter comme une imprécision des mesures. Tous ces calculs semblent si parfaits que la théorie dépasse même son inventeur. D'autres physiciens à travers le monde trouvent des solutions à ces équations. Certaines d'entre elles admettent l'existence de phénomènes impensables pour Albert Einstein, tels que l'expansion de l'univers, qu'il admettra plus tard grâce aux travaux de Hubble aidés par Henrietta Leavitt. D'autres supposent des trous noirs qu'ils pensaient impossibles, des ondes gravitationnelles qu'ils pensaient indétectables. Mais c'était sans compter sur les futures expérimentations. Einstein meurt à 76 ans, cependant ses théories de la relativité, elles, lui survivent et aujourd'hui encore je les vérifie. J'ai su inventer des instruments ayant détecté des ondes gravitationnelles, ironie de l'histoire, elles émanent de la rencontre entre deux trous noirs. Je me demande alors qui d'autre pourrait un jour imaginer de tels concepts et ainsi réinventer la façon de penser les lois de la physique que Albert Einstein. L'électromagnétisme, les interactions nucléaires fortes et faibles, et la gravitation. Voici les 4 forces fondamentales qui permettent mon existence. Je suis l'espace qui contient la matière, et je suis la matière contenue dans l'espace. Grâce à la précision des mathématiques, tu as fait de tes théorèmes des vérités absolues. Tu penses appréhender les distances, les déformations, les vitesses. Il n'en est rien. Qu'importe le savoir des plus grands scientifiques de ton histoire, nul ne saurait me mettre à nu. Certes, tu as mis en évidence l'héliocentrisme, le concept d'univers, la chute des corps, la relativité et tous ses principes. Tu as appris l'existence de l'atome, la radioactivité, la physique nucléaire et la mécanique quantique. Je t'ai vu construire un instrument long de 27 km, un anneau dans lequel tu fais s'entrechoquer des protons, particules élémentaires, à des vitesses qui avoisinent celles de la lumière. Je t'ai vu ériger un observatoire d'ondes gravitationnelles grâce à un gigantesque interféromètre laser. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, je me dévoile alors sous tes yeux.
Mais pourquoi mon expansion s'accélère? Pourquoi certaines galaxies semblent manquer de masse? La matière noire? L'énergie noire? Voilà beaucoup de nouvelles questions auxquelles tu tentes de trouver des réponses. La science poursuit son éternelle danse, et alors que je garde au mieux mes secrets, toi, Homo sapiens, homme qui pense, tu ne te lasseras jamais de faire de nouvelles découvertes.